faire rentrer tout le monde et que les gens puissent rentrer au fur et à mesure. Bonjour, bonjour à tout le monde et l'enregistrement est démarré. Donc c'est parfait. Donc bonjour à tous et à toutes. Enchantée de vous accueillir sur cette séance d'information pour découvrir l'Université Laval qui va venir vous rencontrer à Sao Paulo au Brésil dans quelques temps. Donc je suis accompagnée aujourd'hui d'Étienne Giguère. Bonjour Étienne. Bonjour, Je t'ai pris bom par dia. surprise. Je t'ai pris par surprise. Donc, bonjour. On a une autre personne qui vient de se joindre. Sachez que cette séance d'information va être enregistrée. Donc, vous allez pouvoir la revoir. Après, elle va être postée sur notre page Facebook des étudiants internationaux. Toute la séance d'information va être en français. Si vous avez des questions, vous allez pouvoir les poser sur le Q&A qui est disponible sur notre rencontre Teams. Vous pouvez les poser en anglais si vous le souhaitez. Étienne sera à l'aise de vous répondre en anglais par la suite. Mais avant que je lui passe la parole, Étienne de l'Université Laval, je vais vous présenter qui on est, nous, Québec en tête, Québec international, très rapidement, pour vous présenter cette initiative de recrutement au Brésil. Donc, qui on est Québec international? C'est l'Agence de développement économique de la grande région de Québec. Donc, on a plusieurs mandats, dont celui de soutenir les établissements d'enseignement dans leur recrutement à l'international, que ce soit au niveau technique, professionnel ou universitaire. On est aussi là pour vous accompagner, vous, les étudiants qui allez arriver au Québec dans quelques temps, on l'espère pour vous. Et puis, on est responsable du site québecentête.com qui est destiné à informer toute personne qui a un projet d'immigration à Québec ou dans ses environs. Donc, je vous montre très rapidement notre site Internet. C'est là où vous allez pouvoir trouver plein d'informations concernant les programmes d'études qui sont proposés par l'Université Laval, entre autres, et pour vos futures démarches et les activités que vous souhaitez faire ou en tout cas valider votre projet d'études de ce côté-là. Si on passe, moi je vais m'arrêter là, Étienne, je vais te laisser reprendre la suite pour que tu puisses partager ta présentation et puis je reviendrai par la suite pour vous parler des quelques dates importantes pour la suite de la mission. Donc je vous laisse avec Merci. Étienne. Merci. Bom dia. Moi, meu nome é Étienne Giguère e un prazer encontrarlas hoje nesta webinar. Je vais continuer en français. Comme vous comprenez, je ne parle pas portugais, mais il me fait extrêmement plaisir d'être avec vous aujourd'hui et que vous ayez pris du temps pour venir nous rencontrer aujourd'hui et en savoir plus sur l'Université Laval et les programmes de sciences et génie. Comme le disait ma partenaire Sylvie, si vous avez des questions, vous pouvez les formuler par écrit dans le clavardage. Sylvie va me les transmettre ou y répondre directement. Ou encore, là, vous pourrez, à la fin de ma présentation, poser vos questions en français ou en anglais. Donc, sur ce, bonne rencontre. J'en ai environ là, pour 30 minutes de présentation. Donc, voici le déroulement de la rencontre. Donc, je vais vous présenter l'Université Laval. Je vais également vous présenter la Faculté des sciences et génie. Je vais vous présenter nos programmes d'études. Je vais vous résumer les étapes menant à l'admission. Et, comme mentionné, il y aura une période de questions à la fin de cette présentation. Donc, l'Université Laval. Comme vous pouvez voir sur cette grande photo, nous sommes un campus universitaire qui fait environ 2 km² de superficie, dont 60 est occupé par des espaces verts. Donc, c'est un lieu où il fait bon vivre, c'est un lieu confortable, c'est un lieu sécuritaire. Plusieurs commerces de proximité, comme les épiceries, les pharmacies. Vous avez facilement accès également au réseau de transport en commun qu'on appelle le réseau de transport de la capitale. Et nous avons même là, une entente avec la ville là, pour vous permettre d'avoir un laissez-passer pour toute la session d'études à tarif très abordable. Ce qu'il faut également savoir, c'est que vous pouvez également vous déplacer sur le campus à pied à l'extérieur par beau temps. Et on a également, là, tous les pavillons sont reliés par un système de corridors intérieurs qu'on appelle des tunnels. Donc, vous pouvez circuler de façon sécuritaire, mais aussi confortable selon la météo, car vous savez, au Québec, en hiver, il y a de la neige et il fait froid.
C'est très agréable, mais il y a des journées où on préfère être protégé de la température. Je vais vous montrer également nos 4 résidences. Donc, les flèches que vous voyez en jaune, c'est les lieux d'hébergement. Nous avons 2300 chambres étudiantes. Donc, si vous prévoyez venir étudier chez nous en 2026, donc à l'automne 2026, vous pourriez, dès l'hiver prochain, réserver une chambre à coût très abordable pour demeurer pendant vos études. Vous voyez maintenant, on a ici le pavillon Vachon, le pavillon Pouliot, ainsi que le Centre d'optique et photonique laser. Ce sont les 3 pavillons de sciences et génie qui sont les lieux d'études que vous aurez à côtoyer pendant votre parcours à l'Université Laval si vous choisissez un de nos programmes en sciences et génie. Je reviens en arrière un petit instant, simplement pour vous indiquer qu'à votre gauche, vous avez des installations sportives. On a le stade de football, un stade de soccer intérieur, mais toutes les installations sportives aussi qu'on appelle la piscine. On a un terrain de volleyball, on a une piste de course intérieure. Donc, les gens qui souhaitent faire de l'exercice au quotidien ou venir encourager les équipes sportives, sachez qu'on a des lieux là, très intéressants pour se garder en forme et participer aux activités sportives. Maintenant, plus précisément, la faculté des sciences et génie. Donc, on compte 12 départements et une école, donc l'école d'actuariat. On a plus de 8300 étudiants inscrits en sciences et génie. Pour l'automne dernier, c'est environ les mêmes chiffres pour cette année. Et de ce chiffre, on en a 1600 qui sont au 2e et 3e cycle, donc à la maîtrise ou au doctorat. Nous offrons 99 programmes d'études sur les 3 cycles, donc on a beaucoup de choix si vous décidez de nous choisir comme université pour continuer vos études. Nous avons environ 300 membres du corps professoral et chargés d'enseignement pour vous enseigner et vous accompagner dans vos projets d'études. Nous sommes 200 membres du personnel pour vous encadrer dans les autres sphères de vos études et plusieurs laboratoires modernes pour réaliser vos expériences et vos apprentissages. On a également une vie étudiante enrichissante, donc plus de 19 projets étudiants. Ce que vous voyez ici à gauche, en haut, c'est l'avion cargo, donc de compétition internationale. Plusieurs programmes d'études sont impliqués dans ce projet. En bas à gauche, c'est la formule SAE, donc une formule de course électrique. L'autre en bas, l'autre équipe du bas, c'est l'équipe qui est en génie civil qui s'occupe des structures. Donc, on a plusieurs projets étudiants comme ça. On a 2 grandes associations étudiantes. Vous avez 29 associations étudiantes départementales. Ce qu'il faut retenir, c'est que pour favoriser votre intégration à l'Université Laval en faculté de sciences et génie, s'impliquer dans un comité ou une association ou participer aux événements, c'est une très belle façon là, de s'intégrer et de rapidement tisser des liens d'amitié avec d'autres personnes étudiantes. Rapidement, vous mentionnez également qu'on a différents services disponibles pour les étudiants, donc que ce soit pour vous aider dans vos apprentissages, que ce soit pour vous accompagner si vous rencontrez des difficultés au niveau de votre parcours étudiant. Des ressources sont là pour vous accompagner et ces ressources sont accessibles gratuitement. Comment ça fonctionne maintenant, les cycles universitaires, le système universitaire québécois? Donc, on a 3 cycles. Le premier cycle qu'on appelle le baccalauréat, qui peut être d'une durée de 3 à 4 années. Je vais y revenir dans quelques instants. On a le deuxième cycle qui comporte principalement des maîtrises. On a les maîtrises professionnelles et les maîtrises de recherche, les maîtrises qu'on appelle avec mémoire. Ça aussi, je vais y revenir dans un instant. Et nous avons le troisième cycle qui est principalement composé des doctorats qui sont environ d'une durée de 4 à 5 ans selon le programme d'études que vous choisirez ou la durée du moins du programme de recherche que vous entamerez chez nous. Il faut savoir également qu'il y a 3 sessions universitaires possibles. Donc, la session d'automne qui commence, en fait, qui est commencée déjà depuis une semaine. Donc, c'est une session qui dure du mois de septembre au mois de décembre. Il faut savoir que nous, ici, au Québec, à cette période-ci de l'année, c'est l'hiver qui arrive tranquillement. Donc, l'automne s'installe. Vous avez vu sur la photo tantôt les feuilles qui sont en train de rougir. Donc, on est en train de changer de saison. L'été, la saison chaude est en train de se terminer. Après, on a la session d'hiver, donc qui commence en janvier et qui se termine
en avril. Donc, cette session est la session où il fait un peu plus froid, mais il fait très bon d'étudier chez nous. Donc, c'est la session où il y a de la neige, où les températures descendent sous zéro, mais également, c'est la session où on peut profiter des activités d'hiver, faire du ski, aller prendre des balades, aller circuler dans le Vieux-Québec. C'est des attraits qui sont très intéressants à faire l'hiver. Et il y a la session d'été. Donc, pour les programmes d'études de recherche, il y a automatiquement une session d'été qui se déroule du mois de mai à la fin du mois d'août. Donc, pour les candidates qui seront plutôt au premier cycle ou encore sur un programme de maîtrise professionnelle, ça peut être la période pour réaliser les stages ou encore prendre congé et retourner visiter la famille au pays. Nos programmes d'études. Donc, je le mentionnais tantôt, on a des baccalauréats en ingénierie et également en sciences. Pour ce qui est des baccalauréats en génie, c'est les baccalauréats là, qui sont de 4 ans. Donc, pour les gens qui ont une scolarité de 12 ans et moins, donc on va vous... en fait, pour les gens qui n'ont pas une scolarité de 12 ans, vous aurez une année préparatoire probablement à faire. Donc, évidemment, ce sera évalué sur présentation de votre demande d'admission. Ce qu'il faut savoir chez nous, c'est que les baccalauréats en génie, lorsque vous les complétez, vous donnent accès à l'Ordre des ingénieurs du Québec. Donc, c'est équivalent là, à une licence d'ingénieur ou à un bac plus 5 là, pour les gens qui sont familiers avec ce terme. Donc, ça vous permet, quand vous êtes membre de l'Ordre des ingénieurs, d'exercer la profession d'ingénieur. Et l'Ordre des ingénieurs est reconnu dans plusieurs pays dans le monde, là, donc ailleurs au Canada également. Donc, vous voyez ici, là, je ne vais pas les nommer, mais c'est quand peut-être là, juste vous spécifier, là, quand on parle de génie civil, je sais que peut-être au Brésil, on parle plutôt de génie des structures, des fois génie des structures avec l'architecture. Au Québec, on va séparer le génie civil de l'architecture, mais du moins, c'est un programme qui peut être similaire là, au génie des structures ou structural and engineering, là, architecture, bref, c'est quelque chose qui se ressemble beaucoup. Nos 17 baccalauréats en sciences et technologies de l'information, cette fois-ci, c'est des baccalauréats d'une durée prévue de 3 ans. Et même chose là, pour les gens qui n'auraient pas complété 12 ans de scolarité, on pourrait vous exiger une année de scolarité préparatoire. Et évidemment, ce sera sur présentation d'une demande d'admission qu'on sera en mesure de vous préciser si vous aurez une année préparatoire à faire. Là, ici encore, j'attire votre attention là, sur le programme de chimie. Vous pourriez choisir chimie, mais vous pourriez également choisir une spécialité en chimie. Ce qui est bien, c'est que vous n'avez pas à la choisir tout de suite au début. Vous pouvez débuter votre programme d'études et éventuellement choisir là, une concentration. Donc, c'est les 4 concentrations disponibles sont bien inscrites. Je sais que certainement beaucoup de personnes qui sont intéressées par l'informatique. Sachez que sur la diapo précédente, on avait le génie informatique et le génie logiciel. Ici, on a l'informatique et gestion et mathématiques et informatique. Donc, on a quand même beaucoup de possibilités, même bioinformatique. Donc, pour les gens qui auraient de l'intérêt, là, on a différentes options pour vous au niveau de l'informatique. Maintenant, au niveau des maîtrises avec essai, qu'on appelle également les maîtrises professionnelles. Donc, pour pouvoir y avoir accès, il faut détenir, selon les programmes d'études visés, entre 16 et 17 années de scolarité. Donc, si c'est une maîtrise professionnelle en sciences, donc par exemple comme la maîtrise professionnelle en actuariat, il faudrait détenir 16 années de scolarité pour y être admissible sans scolarité préparatoire. Et pour les programmes de génie, comme par exemple génie électrique, il faudrait détenir à ce moment-ci 17 années de scolarité pour pouvoir être admissible directement au programme. Et évidemment, là, maintenir une certaine moyenne. Je pourrais répondre aux questions tantôt là, concernant les moyennes exigées pour ce type de programme. Ce qu'il faut également savoir, c'est que pour plusieurs de nos maîtrises professionnelles, il y a une bonne portion de la formation qui est concentrée sur les cours. Donc, vous allez avoir là, souvent une première année sur les 2 ans de scolarité prévue qui est principalement concentrée au niveau des cours et vous aurez probablement 1 à 2 stages à faire, que souvent on fait à la 2e année. Donc, par exemple, comme la maîtrise en informatique intelligence artificielle, première année composée uniquement de cours et la 2e année de 2 stages qui se suivent, qui peuvent être faits dans la même entreprise et qui sont des stages rémunérés, donc pour lesquels vous aurez un salaire. Donc, c'est très intéressant et ça vous permet aussi
quand on a des maîtrises comme celle-là basées sur une offre de cours importante, ce qui est bien, c'est que vous pouvez construire vous-même une bonne partie là, de votre programme. Donc, vous choisissez les cours en fonction de votre intérêt et de la spécialité que vous voulez aller chercher. En conclusion, ce qu'il faut retenir pour les maîtrises avec essai, qu'on appelle également les maîtrises professionnelles, c'est qu'on choisit ce type de maîtrise lorsqu'on veut se spécialiser dans un domaine pour lequel on a déjà fait nos études au premier cycle. Donc, on vient chercher une spécialisation qui nous permet de maîtriser davantage un sujet. Donc, ce type de formation n'est pas concentré sur la recherche, mais vraiment sur l'obtention de connaissances supplémentaires dans un domaine qu'on a choisi et pour lequel on a de l'intérêt. Maintenant, les maîtrises avec mémoire qu'on appelle maîtrises de recherche, qui sont également des maîtrises prévues pour une durée de 2 ans, qui vont exiger également pour les maîtrises en sciences une scolarité là, de 16 années avant et de 17 années pour les maîtrises en génie. Sinon, possibilité d'être évalué, de faire une scolarité préparatoire pour être admissible. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que les gens qui vont choisir une maîtrise avec mémoire, c'est les gens qui ont de l'intérêt à faire de la recherche. Donc, les gens qui veulent éventuellement progresser vers le doctorat. Donc, c'est une belle façon de s'initier à la recherche. Vous allez être encadré par un membre du corps professoral. Vous allez intégrer une équipe de recherche. Vous allez collaborer à un projet de recherche qui est probablement déjà établi par le professeur et son équipe. Vous allez complémenter une équipe. Donc, vous ne piloterez pas la recherche, mais vous serez un atout pour l'équipe de recherche. Vous allez faire de la lecture, vous allez faire de l'analyse de texte, vous allez faire des résumés, vous allez, par exemple, si vous allez en physique, vous allez faire de l'expérimentation également en laboratoire. Si vous choisissez du génie des mines, vous allez probablement aller sur le terrain, dans le milieu directement, dans les mines, pour aller collecter de l'information, collecter des données. Donc, quand on fait une maîtrise, on est appelé à faire, oui, de l'analyse de texte, mais aussi de l'expérimentation concrète et on va être associé à une équipe de recherche. Donc, c'est bien de choisir un programme, évidemment, qui est en lien avec vos études de premier cycle, mais éventuellement, tantôt, je vais vous parler là, du processus d'admission pour ce type de programme. Ce sera également de cibler des projets de recherche qui vous intéressent, mais c'est très rare pour la maîtrise que vous allez vous-même proposer directement un projet de recherche, mais c'est bien de signifier vos intentions et vos intérêts auprès de la direction de recherche que vous allez solliciter. Donc, à retenir ici là, que c'est principalement pour les personnes qui souhaiteraient poursuivre au doctorat et qui voudraient s'initier à la recherche. Donc, une durée prévue là, de 2 ans à temps complet et retenir que c'est 6 sessions. Donc, ça veut dire que vous serez aux études là, pendant l'automne, l'hiver et l'été et ce, pendant 2 ans. Maintenant, au niveau des doctorats, donc c'est les programmes de 3e cycle. On a également des programmes en sciences et en génie. Cette fois-ci, on va exiger 18 ans de scolarité minimum pour pouvoir être admissible à un doctorat en sciences et technologies. Ou encore, on va exiger 19 années de scolarité pour les programmes de génie. Ce qu'il faut savoir ici, c'est que c'est des gens, évidemment, qui auront déjà une maîtrise qu'on appelle peut-être un Master 2 au Brésil. Donc, 2 années de master. Donc, les gens là, qui voudraient passer directement avec le diplôme d'ingénieur, souvent, on va vous exiger une scolarité préparatoire ou encore de la scolarité au niveau de la maîtrise. Donc, ce n'est pas un passage direct. Ce qu'il faut aussi avoir en tête, ce qui est intéressant ici, c'est que là, vous allez piloter une recherche. Donc, vous intégrez, oui, une équipe de recherche, mais c'est vous qui arrivez avec des intérêts de recherche. Vous allez construire le sujet de recherche avec la direction de recherche qui va vous encadrer. Donc, ici, là, vous êtes vraiment avec vous approfondissez, vous êtes le spécialiste ou la spécialiste, c'est vous qui allez être le chercheur. Vous allez avoir effectivement dans votre équipe des gens là, qui sont à la maîtrise, peut-être d'autres personnes au doctorat, mais en général, là, c'est vous la personne spécialiste du sujet. Et là, vous vous allez approfondir ce sujet, vous allez aller sur le terrain, vous allez faire de la rédaction, vous allez faire de la lecture, vous allez publier, vous allez participer à des conférences aussi, vous allez probablement en donner. Donc, conjointe des fois avec le professeur qui vous encadre. Et ici, souvent, il y a possibilité d'être co-dirigé, donc dirigé peut-être par un professeur du Brésil, un professeur de l'Université Laval. C'est ce qu'on voit des fois à l'occasion, ou d'être 100% dirigé par un seul professeur là, qui pourrait être une personne de l'Université Laval, de la Faculté des sciences et génie. Donc ici, on parle d'une durée d'environ 4 ans, des fois 5 ans pour les études. Et encore une fois,
parce que c'est un programme de recherche, là, donc on est à temps plein à l'automne, à l'hiver et à l'été. Donc, c'est un programme d'études qui se poursuit sur les 3 sessions. J'enchaîne en fait ce que je vais vous présenter à l'instant, c'est les étapes. Je vais vous les résumer, je n'irai pas dans les détails, mais ce qu'il faut retenir, c'est que quand on est intéressé à aller vers une maîtrise avec mémoire, donc la maîtrise de recherche ou le doctorat, ce n'est pas directement une demande d'admission qu'il faut faire. Il faut se préparer avant et c'est ce que je veux vous présenter ici en résumé. Donc, la première étape, ça va être important de vous renseigner sur la recherche à la Faculté de sciences et génie. Donc, retenez que avant d'initier un contact auprès d'un membre du corps professoral, c'est important de savoir qu'est-ce que le professeur fait, quelles sont les recherches qu'il fait, est-ce qu'il a publié récemment, est-ce que ce qu'il fait, c'est intéressant en lien avec est-ce que ça correspond en fait à vos intérêts, est-ce qu'il est en période de recrutement. Donc, la bonne façon de le faire, pour le savoir, c'est de consulter l'index des domaines de recherche, mais c'est aussi d'aller sur le site web du professeur. Donc, par exemple, je vais vous montrer là. Si on allait voir un site web de professeur, je vais vous le montrer rapidement. Donc, je vais vous partager ici. Donc, vous voyez, on est dans l'index des professeurs. J'en choisis un au hasard, je choisis Antoine Allard. Ce que je veux vous montrer, c'est que quand on va consulter la fiche du professeur, on voit très bien ses implications. On voit bien aussi sa formation. Et oui, on voit aussi, vous voyez ici, c'est marqué qu'il recrute actuellement. Donc, normalement, si vous le contactez avec un projet intéressant, il devrait vous répondre. Et on voit également tous les domaines de recherche. Et vous pourriez également, je reviens un petit peu en arrière, aller consulter sa page de publication. Et là, je vous encourage à consulter par année. Donc, vous voyez ce qu'il a publié récemment. Allez consulter les différents articles pour vérifier si ce que lui propose, ce que lui fait actuellement, ça correspond aux intérêts de recherche que vous avez. Ne contactez pas de façon massive, de façon anonyme, je dirais, là, des professeurs, pas anonyme, mais je dirais de façon large. Il faut faire un contact qui est personnalisé et qui va en lien avec les intérêts de recherche du professeur. Donc, c'est ce que je voulais que vous reteniez pour cette première étape. La deuxième, donc évidemment, de bien identifier le programme d'études pour lequel votre démarche s'inscrit, donc valider les conditions d'admission. Donc, par exemple, ici, si on va voir sur notre page web, donc facile à consulter, on va voir, par exemple, le doctorat en actuariat. On a une belle fiche qui vous les présente. Et quand vous allez dans les conditions d'admission, vous voyez ici, c'est très précis. On vous mentionne le diplôme, on vous mentionne la scolarité préparatoire s'il y a lieu. Donc, vous avez tous les détails qui sont là. Et bien souvent, regardez ici à droite, pas pour ce programme-là, mais la plupart de nos programmes sont consultables en anglais. Alors, ça aussi, c'est très intéressant pour vous de pouvoir consulter l'information en anglais. Et je vous dirais, assurez-vous de respecter les dates limites. Donc, ce que je voulais que vous reteniez, par exemple, pour cet automne, évidemment, il est trop tard. Pour l'hiver prochain également, mais pour la session d'automne 2026, retenez la date suivante. Vous aurez jusqu'au 1er février 2026 pour faire une demande d'admission complète. Donc, ça veut dire pour avoir initié les démarches avec un professeur et obtenu un accord d'encadrement pour éventuellement déposer votre demande d'admission. Mais ça, on aura l'occasion d'en rediscuter prochainement. Donc, maintenant que c'est fait, vous pouvez préparer votre demande d'encadrement. Donc, c'est la première communication qu'on prépare. Donc, ça vous prend une lettre de motivation. Ayez des relevés de notes qui sont bien lisibles, un curriculum vitae orienté recherche et des références également là, qui sont bien préparées, ce qu'on appelle aussi rapport d'appréciation. Je vais revenir sur un petit élément que je vous ai présenté il y a quelques instants. Donc, on a ici, tantôt, on est allé sur le profil d'Antoine. Donc, ce que je vous présente là, si vous cliquez sur Oui, vous avez l'admission au cycle supérieur. Ce que je vous résume, là, n'ayez crainte, tout est ici. Et c'est disponible également en anglais. Donc, vous pouvez consulter cette information-là en anglais si c'est plus facile pour vous. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que tout est là et j'ai également les documents de référence, là, donc le checklist pour le CV, la lettre de motivation, là, tout y est. Donc, je voulais simplement vous rassurer que ces documents-là sont disponibles facilement.
Et finalement, vous pouvez communiquer par courriel, et j'insiste, c'est ce qu'on suggère, par courriel avec le professeur. Et on vous demande tout simplement d'être bref, d'être poli, de ne pas répéter ce que vous avez mis dans votre lettre de motivation. Préciser l'objet, ça c'est très important, préciser l'objet de votre communication. Et si jamais vous n'avez pas eu de retour, faites une relance, donc communiquez à nouveau 10 jours plus tard pour être sûr que la personne ne vous a pas oublié. Si jamais vous n'avez pas de réponse, ça veut probablement dire là, que votre dossier n'a pas suscité d'intérêt malheureusement et bien, vous pouvez persévérer dans vos demandes là, auprès d'un autre membre du corps professoral si vous avez ciblé quelqu'un d'autre qui pourrait avoir des intérêts communs avec les vôtres. Et finalement, bien, on dépose notre demande d'admission. Ça, c'est une fois qu'on a obtenu un accord d'encadrement écrit de la part de membres du corps professoral. Donc, vous pouvez déposer à ce moment-là une demande d'admission. C'est très facile à faire. C'est, je vous dirais, la partie la plus simple. C'est très simple. Vous pourriez déjà, dès maintenant, si vous le souhaitez, créer votre dossier de base, c'est-à-dire d'entrer vos coordonnées, tout ça. Mais ce sera seulement quand vous aurez un accord d'encadrement que vous pourrez faire votre demande d'admission complète. Et je fais un petit ajustement. Là, ici, c'est marqué 99 canadiens. C'est maintenant 101 et 50. Donc, il y a une petite augmentation là, pour le coût d'analyse, en fond, pour votre demande d'admission. Donc, ça fait le tour des informations que je voulais vous présenter aujourd'hui. Je ne voulais pas vous présenter trop d'informations. Je voulais les résumer pour laisser place aux questions, soit dans le clavardage ou soit verbalement. Donc voilà, je voulais vous remercier pour votre attention. Je suis conscient là, que je vous ai livré rapidement beaucoup d'informations. Je l'ai livré également en français, donc peut-être que ce n'est pas tout le monde là, qui était à l'aise avec la langue française, mais je vous remercie là, pour votre attention et l'effort que vous avez fait pour être à l'écoute. Merci Étienne. Avant de passer aux questions, si jamais il y a des questions, je vais reprendre le partage pour vous partager quelques dernières petites informations, parce qu'effectivement, oui, vous allez pouvoir postuler via l'Université Laval, mais vous pouvez aussi postuler via Québec en tête et mon compte québecenTête.com, ce qui va vous permettre, si vous êtes préqualifié, de rencontrer Étienne au mois d'octobre, quand il va être présent à Sao Paulo. Donc, quelques petites dates importantes que je souhaitais vous rappeler par rapport à notre initiative. Donc, vous avez jusqu'au 22 septembre, qui est la date limite des inscriptions, pour créer votre profil, expliquer votre motivation, soumettre votre candidature et demander un entretien. Donc, c'est maximum 2 programmes qui peuvent vous intéresser pour chaque établissement qui est présent. Donc, n'hésitez pas à penser à mettre votre moyenne générale de la dernière année, pensez à compléter votre profil entièrement et vraiment expliquer pourquoi c'est quoi votre motivation pour poursuivre des études au Québec, en particulier à l'Université Laval ou à la FSG, donc à la Faculté des sciences et de génie. Expliquer le choix du programme. Donc, attention si vous avez rempli un profil travailleur, parce qu'on en a beaucoup qui remplissent et un profil travailleur et un profil étudiant. C'est important de sélectionner le programme et de demander un entretien pour ce programme-là, mais en même temps d'expliquer votre motivation. Vous avez 2 endroits où vous pouvez créer et expliquer, où on vous laisse la place pour parler de vos motivations. Donc, pensez à bien l'expliquer et à ne pas mettre un profil de travailleur si vous souhaitez vraiment reprendre des études. Donc, ça, c'est un point vraiment important pour nous de notre côté. Ensuite, les établissements vont évaluer vos candidatures et ils ont jusqu'au 25 septembre pour analyser l'ensemble des candidatures reçues. Par la suite, on va vous envoyer une convocation. Donc, le 30 septembre, on va envoyer des invitations aux candidats qui auront été retenus, en tout cas préqualifiés par les établissements, pour une rencontre en présentiel à Sao Paulo. Donc, ça va vous être transmis par courriel et une fois que vous pensez à regarder dans votre boîte courriel ou spam également, parce que la convocation, des fois, arrive pas dans la boîte de réception, notre boîte de réception. Donc, pensez à aller regarder dans votre boîte courriel et vous avez ensuite jusqu'au 7 octobre pour confirmer votre présence. Donc, c'est vous qui allez choisir l'heure à laquelle vous allez rencontrer Étienne et le jour, le 18 ou le 19. Et puis, le 7 ou le 8 octobre, vous allez aussi avoir une webconférence de préparation pour vous préparer à cette entrevue avec Étienne. C'est quoi qu'on va vous poser comme question? C'est quoi qu'on va vous demander? Est-ce que vous avez besoin d'amener des documents? Bref, l'objectif, c'est de vous rassurer sur
le passage de cette entrevue et puis de vous expliquer un petit peu comment ça va se passer, de vous donner des trucs, des astuces sur les questions que vous pouvez poser, puis comment il faut que vous vous comportiez avec Étienne, en l'occurrence cette fois-ci. Donc, pensez à vous inscrire. Vous allez recevoir le lien par la suite pour pouvoir vous inscrire. Ensuite, les entretiens vont se dérouler les 18 et 19 octobre à Sao Paulo. Donc, comme dit, vous allez recevoir un courriel pour vous dire où ça va se passer, à quelle heure, et une confirmation par courriel pour vous dire à quelle heure, à quel endroit et à quelle date vous allez pouvoir rencontrer l'établissement. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'expliquer votre projet d'études, c'est de poser des questions en représentant de l'établissement également. Vous avez la chance unique de pouvoir le rencontrer. Donc, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir lui poser les questions qui vous tiennent à cœur et puis de pouvoir expliquer vos motivations profondes pour votre projet d'études. Et puis enfin, le 18 novembre, vous aurez la chance de participer à une webconférence de préparation de démarche d'immigration qui est donnée par un avocat en immigration qui sera présent sur place aussi lors de la mission. Donc, vous allez pouvoir lui poser toutes les questions concernant l'immigration également pour savoir comment ça se passe, quelles sont les démarches à enclencher, quelles sont les démarches à suivre pour pouvoir arriver au Québec de la plus rapide des façons, si on peut le dire comme ça. Donc ça, c'est vraiment les dates importantes. Puis j'ai quelques petites informations importantes qui me semblent très importantes à partager avec vous. C'est que vous n'êtes pas obligé d'être en démarche d'immigration aujourd'hui. Pour participer à notre initiative de recrutement, vous allez pouvoir démarrer les démarches par la suite, une fois que vous aurez eu votre lettre d'admission. Ce n'est pas obligatoire non plus d'être représenté par un agent d'immigration pour faire vos démarches d'immigration. Et puis, la participation à nos initiatives de recrutement, pour vous, les candidats, elle est totalement gratuite. Donc, si vous avez un compte Québec en tête, mon compte Québec en tête, Québec international, qui vous demande de l'argent, ce n'est pas nous. Donc, ne payez pas Québec en tête ou Québec international. On ne vous demande pas d'argent. Par contre, après, vous aurez des frais de scolarité à payer avec l'établissement, mais ça concerne l'établissement et chaque établissement a ses propres frais. Donc ça, c'était les petites mentions supplémentaires que je voulais faire qui me semblent importantes. Donc je vous remercie. Je te remercie, toi, Étienne, aussi pour la présentation. Et puis, on va regarder si on a des questions qui nous sont posées par les candidats qui sont présents. Comme dit, vous aviez le Q&R qui est à votre disposition pour poser des questions. Je vous ai écrit un petit message dessus. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On va vous laisser quelques petites secondes pour les poser en attendant. En tout cas, merci pour cette présentation, Étienne. Toujours très intéressant d'avoir les informations des établissements, de voir aussi où les étudiants vont pouvoir loger sur le campus, comment fonctionne un campus ici à l'Université Laval. Donc, c'est vraiment très, très intéressant. J'ai Merci, ça pas me fait plaisir. J'ai Je vois pas de pas, je questions. vois pas dans le Q&R, on dirait qu'il y a peut-être quelque chose dans ton affichage. Moi, je vois pas. En haut, tu vois pas Q&R, toi? Oui, je le vois, mais je vois pas ce que tu as publié. Et est-ce que toi, tu peux publier quelque chose? Non, Alors, je remets un petit bonjour dans le Q&R. non, moi, je le vois pas. Tu vois pas? C'est peut-être moi, là. Peut-être que toi, tu n'as pas accès, mais moi, je vois pas non plus. Je vois pas de questions non plus. Mais en fait, j'en profite moi aussi là, pour dire aux personnes présentes de ne pas hésiter si vous voulez nous poser les questions en français ou en anglais verbalement, puisque peut-être il y a peut-être un petit enjeu avec le Q&R. En attendant que les questions viennent, ne gênez-vous pas, vous avez juste à ouvrir la caméra et le micro. J'en profite pour préciser deux informations. La première, en fait, renforcer l'information que Sylvie vient de vous donner, c'est-à-dire j'ai regardé tous les dossiers de candidature reçus avec intérêt. Je vous encouragerai effectivement à bien préciser le programme d'études ciblé et votre projet, vos motivations. Vous avez un endroit pour le faire, puisque quelques personnes ont déposé, je dirais, le dossier plus en lien avec l'emploi. Ils me l'ont transféré dans le dossier d'études. Ça ne me donne pas beaucoup de précision, là. Je vais devoir écrire à ces personnes-là pour préciser l'intérêt. Donc, faites-le, préparez-le comme il se doit. Ça va nous faire plaisir de vous lire. On prend le temps de regarder ça avec attention. Et peut-être tantôt, là, je n'ai pas été très explicite, mais simplement vous mentionner que l'Université Laval est située sur la ville de Québec, donc une ville très sécuritaire. On est dans un contexte là, de ville très bien desservie par les différents services, mais en même temps, euh,
tout l'aspect environnement est très près, donc on peut facilement faire des activités de plein air. Le campus, on vous l'avez vu, est très vert aussi, mais en même temps, on est en ville, donc si vous voudriez aller à l'extérieur de la ville, ça se fait très bien. On a tantôt je l'ai mentionné, le réseau de transport en commun disponible, abordable, accessible. Euh, Puis j'insiste sur l'aspect sécuritaire, là. C'est l'une des villes les plus sécuritaires au monde, donc on peut circuler le jour, le soir, que ce soit une femme qui est seule ou en petit groupe, il n'y a aucun enjeu, là. Je suis moi-même un papa de jeunes filles adolescentes qui circulent ici le soir en ville et je ne suis pas inquiet. Donc, je voulais quand même le mentionner. Le coût de la vie, ben, c'est le coût de la vie du Québec, du Canada, donc c'est difficile là, de pouvoir comparer en détail avec votre coût de la vie, mais c'est simplement de mentionner qu'on est quand même encore assez abordable au niveau du logement. Donc, quand je vous parlais des chambres, ça peut être une belle alternative pour débuter votre hébergement ici au Québec. Donc, si vous avez éventuellement le projet de venir pour les études, on pourra en rediscuter, mais ce sera une démarche que vous pourriez entamer. Donc, je voulais simplement vous préciser ça, là, que milieu de vie agréable, paisible, quand même un beau niveau d'activité aussi, autant au niveau des événements, des spectacles, des événements sportifs. On a d'ailleurs sur le campus en ce moment là, un festival qui s'installe pour la fin de semaine avec des groupes de musique là, connus. Donc, c'est très intéressant là, si vous avez le goût de vivre une expérience complète, autant sur le plan scolaire que sur le plan social ou culturel. On est un choix à considérer. Alors, j'ai ouvert le clavardage et là, du coup, j'ai des questions qui arrivent. Donc, je te les pose, Étienne. J'aimerais savoir si celui qui vit au Brésil et qui n'a pas la nationalité brésilienne peut participer à cette activité, cette mission. J'aurais envie de dire oui de mon côté, mais toi, est-ce que ça te pose un souci? Je Non. pense que c'est les mêmes frais que ce soit, je ne sais pas quelle est votre nationalité, mais à part si vous êtes français, dans ce cas-là, il y aura des frais de scolarité qui seront différents. Mais sinon, oui, il n'y a pas de souci, vous pouvez passer par Québec en tête pour postuler. Oui, puis je veux même Euh, préciser que j'ai analysé quelques dossiers, là. Je comprenais qu'il y avait des gens qui venaient de démocratique du Congo, par exemple, ou du Togo, qui sont au Brésil maintenant. Ce que je trouve intéressant, évidemment, de vos candidatures, c'est que vous semblez très bien maîtriser le français. Il faut savoir que l'Université Laval, les sciences et génies, on est une université, une faculté francophone. Donc, les cours se déroulent en français, même les projets de recherche en général dans les équipes, on discute en français. Et ça prend également un bon niveau d'anglais puisque les textes scientifiques sont souvent en anglais et il faut savoir rédiger également en anglais. Ce n'est pas toutes les conditions d'admission qui sont les mêmes selon les programmes, mais sachez que pour passer une expérience agréable au Québec et à Québec, maîtriser le français, c'est un incontournable. c'est un point très important, effectivement. Et puis, des tests de français sont obligatoires aussi. Alors, j'ai une question, je pense, en portugais, mais je vais aller la traduire et puis on va la répondre en français si ça te va. Et puis, je vois qu'il y a d'autres personnes qui écrivent aussi, mais on va essayer de voir ce que ça dit. Donc, bonjour à celle qui est ou celui qui est de Colombie. Je comprends qu'on a Ouais, quelqu'un qui est au Canada aussi, qui dit j'adore le exact, Québec. On est content de vous lire. exact. C'est celle-là que j'ai demandé de traduire. Euh, c'est juste que j'ai un rêve personnel et familial. Je vis au Canada, j'adore le Québec. OK. OK. Donc, c'était ça. J'ai un master et j'ai fait la plupart de mes études dans le pays francophone, dit Daniel, qui nous posait la question de savoir si c'était possible de venir avec une autre nationalité que la nationalité brésilienne pour postuler. Donc, oui, il n'y a pas de souci. Par contre, Euh, ici, au niveau du master en agronomie, ce qu'il faut retenir, c'est que ça ne vous rend pas nécessairement admissible directement à un programme de maîtrise en sciences et génie. À l'Université Laval, on a également la faculté, euh, dans le fond, des sciences de l'agriculture, là. Donc, peut-être que vous y trouverez davantage un programme là, qui pourrait vous intéresser. Je vais le mettre tout de suite dans le clavardage, le lien. Ça pourra peut-être là, vous permettre de consulter les programmes. Ça reste quand même une faculté là, avec laquelle on collabore régulièrement. Donc, je vais vous envoyer le lien dans un instant. Je suis en train de le télécharger. Donc, je vous envoie ça. C'est Faculté des sciences de l'agriculture et de l'alimentation. Je vous place le lien dans le clavardage si vous voulez aller consulter le programme qui pourrait vous intéresser. Voilà.
Donc oui, si c'est un doctorat que vous souhaitez faire, là, je ne ferai pas le tour des programmes pour cette faculté puisque ce n'est pas une faculté que je maîtrise, mais rapidement, là, quand vous êtes sur la page d'accueil, vous allez cliquer sur l'onglet Études. Vous allez pouvoir voir là, les différents programmes. Donc, vous allez rapidement trouver le doctorat en agriculture et voir quelles sont les conditions d'admission qui doivent être similaires à ce que je vous expliquais tantôt pour sciences et génie. Exact. J'ai deux personnes qui sont en train d'écrire encore sur trois, qui sont en train d'écrire sur le chat. Donc, on va leur laisser le temps de... Quel niveau de français ou d'anglais est requis pour obtenir ces visas, B1 ou B2? Ça, je te laisse répondre, Étienne. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que je vais vous refaire un partage d'écran, par exemple, pour, j'avais tantôt le doctorat en, voilà, on a un bon exemple ici. Je vous refais un partage d'écran pour répondre à la question, pour vous dire en fait que c'est d'un programme à l'autre, les conditions des exigences linguistiques, ici que je surligne, sont différentes. Donc, ce que je vous ai mentionné tantôt, donc l'Université Laval, l'enseignement se fait en français, la maîtrise du français écrit et parlé est donc essentielle. Par contre, au niveau de l'admission pour les programmes de recherche, c'est à la discrétion du directeur de recherche, donc le professeur ou la professeure qui va vous encadrer dans un programme de recherche. C'est cette personne-là qui va, en fonction de l'entrevue qu'elle aura fait avec vous, déterminer si vous avez des lacunes en français ou en anglais. Donc, qui déterminera si elle vous encourage fortement ou si elle vous exige à aller suivre certains cours de français. Donc, il n'y a pas de certification minimale. C'est sûr qu'un B1, c'est vraiment bien. Sachez que ça prend minimalement un niveau de français intermédiaire. Donc, je vais vous donner un bon exemple. Si aujourd'hui, quand je vous parle, ça a été très difficile pour vous de comprendre l'information livrée, assurément que vous avez un indice que votre niveau de français est insuffisant. Et si de lire des textes faciles en français, c'est également difficile pour vous, encore là, c'est un bon indice que votre niveau de français serait insuffisant. Et un peu la même chose en anglais. Ce qu'on dit aux gens, c'est si vous êtes en mesure de suivre des émissions en français, pardon, en anglais, une série télévisée en anglais, ou encore de lire des textes en anglais, des textes scientifiques et tout ça, que vous comprenez l'essentiel de ces communications-là, vous devriez, normalement, votre niveau d'anglais devrait être suffisant. Donc, ce qu'il faut savoir, là, c'est qu'on ne demande pas d'être complètement bilingue. Moi-même, je ne le suis pas, mais il faut être en mesure de se débrouiller, de comprendre. Et comme je vous dis, l'enseignement ne sera pas en anglais, il va être en français. Donc là, il faut être très confortable avec la compréhension du français. Ton micro est fermé. Pardon, Étienne, merci. Parce que ça parle un peu à côté de moi, donc des fois, je ferme le micro. Par rapport, je reste sur le français, puis après, je reviendrai sur une autre question que j'ai. Si on vient d'un pays francophone et qu'on s'est fait ses études en français jusqu'au master, est-ce qu'on est obligé quand même de passer un test de langue? Non. Non. Puis en fait, ce que je voulais préciser, là, c'est ça, c'est qu'en fait, même si vos études n'avaient pas été faites en français, si vous êtes en mesure de soutenir une entrevue, parce que vous savez que, bon, on va avoir une entrevue à faire ensemble si on vous sélectionne en préqualification. Moi, mon travail, c'est que si je trouve que votre candidature est intéressante sur un paquet de critères, là, mais je vais vous référer vers un professeur ou une professeure. Donc, cette personne-là va également faire une entrevue avec vous. Donc, si moi, à l'entrevue, déjà, je vois qu'il y a des lacunes au niveau du français, je pourrais vous demander là, d'aller passer un test. Mais si le professeur, lui, suite à son entrevue, voit la même chose, ben également, là, on pourrait vous exiger soit des cours à ce moment-là ou d'aller passer un test de français. Donc, il n'y aura pas de test obligatoire à la base, même si vos études n'ont pas été faites en français. Mais sachez que si vos études ont été faites en français, normalement, là, c'est jamais exigé là, de passer un test en français. Ça, c'est pour l'Université Laval. Par contre, au niveau des démarches d'immigration, ça sera validé. Vous pourrez poser la question à l'avocat en immigration parce que je pense qu'il y a peut-être des demandes spécifiques par rapport au MIFI et à IRCC, qui sont les deux paliers gouvernementaux qui font les démarches d'immigration. J'ai une autre question sur est-ce que l'Université Laval a des coopérations avec d'autres universités brésiliennes?
En fait, actuellement, on est en train de développer des partenariats. Ma mission au Brésil, c'est aussi pour aller rencontrer des partenaires dans d'autres universités. Sachez qu'actuellement, on n'a aucune entente de mobilité étudiante entre des universités brésiliennes et nous. Par contre, c'est ce qu'on veut chercher à développer. Donc, pour les gens là, qui seraient intéressés de venir faire plutôt une session en stage ou en échange, actuellement, ce n'est pas impossible de le faire, là, mais on n'a pas d'entente formelle pour le faire. Donc, si jamais c'est l'intérêt que vous avez, on pourrait en discuter là, à un autre moment là, en privé pour comprendre un petit peu ce que vous souhaitez par rapport à ça. Pour pouvoir en discuter avec toi, ça veut dire qu'il faut postuler sur mon compte québecentête.com, créer votre profil, postuler sur un des programmes d'études et être préqualifié par Étienne quand il va analyser votre candidature. Et le mentionner, Est-ce- en fait, peut-être là, dans la motivation, là, dans le petit Oui, paragraphe que vous pouvez remplir, mentionner que l'intérêt est pour une session d'échange ou pour un stage. ouais, tout à fait. Autre question, est-ce qu'il y a des bourses qui existent, Étienne? Bien évidemment, oui, il y a des bourses. Ce qu'il faut savoir, en fait, là, c'est que, bon, on a une belle offre de bourses. C'est vrai, tantôt, j'en ai pas parlé, mais je vais vous le présenter pendant qu'on en parle. Donc, je ne vous ferai pas de mensonges, là. On a beaucoup d'opportunités de bourses. Donc, ici, vous êtes sur la page que vous voyez qui s'appelle bbaf.ulaval.ca. Je vais d'ailleurs vous la mettre dans le clavardage. Donc, voici. Donc, ce que je voulais mentionner, pour les gens qui viennent au niveau d'un programme d'études, plus au niveau de la maîtrise, les bourses sont un peu plus limitées. C'est souvent des bourses d'excellence pendant le parcours académique, mais pas des bourses d'admission. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir une bonne capacité financière. Il faut savoir également que moi, j'encourage les professeurs à vous offrir des bourses de recherche. Donc, les professeurs, là, en général, que je sollicite pour les programmes, pour leur démarche que je fais actuellement, là, ont des capacités financières. Donc, par exemple, pourraient vous donner l'équivalent d'un petit salaire pendant que vous êtes aux études, mais il faut savoir aussi qu'au niveau des frais de scolarité, vous aurez à assumer une partie là, évidemment, ou en totalité. Pour le doctorat, ce que je voulais surtout mentionner, c'est que la plupart du temps, vous avez accès à ce qu'on appelle, nous, l'exemption des frais de scolarité complets. Ce que ça veut dire, c'est que vous allez payer les mêmes frais qu'un étudiant québécois. Donc, à ce moment-là, ça va baisser beaucoup la facture. Et si en plus, le professeur va vous donner, si le professeur vous offre évidemment une bourse d'études, ben à ce moment-là, souvent, ça couvre là, une bonne partie, si ce n'est pas la totalité là, de vos frais, soit de scolarité et aussi de subsistance. Donc, ici, là, regardez, vous pourriez faire une recherche par programme. Donc, on pourrait doctorat en actuariat. On va voir qu'est-ce qu'on peut trouver. On fait une recherche. Et là, vous voyez, bon, on pourrait ajouter des filtres, mais surtout, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'on a un moteur de recherche là, assez intéressant. Donc, vous allez consulter les différentes bourses. Donc, là, ici, à gauche, on a les catégories. Si on voulait aller dans, j'enlève là, disons qu'on va mettre seulement les bourses pour la recherche. Mobilité, on va laisser aussi. Vous allez voir, on va réduire le nombre de bourses, probablement plus spécifique au programme, donc 48. Donc là encore, là, vous pourriez aller consulter les différentes bourses et voir lesquelles pourraient vous intéresser. Puis vous voyez, ça va rapidement. Là, ici, une bourse en lien avec l'Allemagne, automatiquement, ça ne vous concerne pas. Donc, vous pourriez aller, si j'enlève mobilité encore là, vous allez voir, on va réduire à 31. Donc, vous allez pouvoir consulter qu'est-ce qui est disponible. Là, on parle seulement du doctorat en actuariat. Donc, il y aurait en fonction de vos intérêts, d'autres recherches que vous pourriez faire. Donc, le site est placé dans le clavardage pour les différentes bourses disponibles à l'Université Laval. Excellent, merci. Puis, est-ce que j'ai un candidat qui dit si je fais un programme de doctorat, est-ce que je peux travailler en parallèle de mes études? Fortement déconseillé. Donc, oui, mais non. Dans le sens que ce qu'on vous conseille, c'est d'étudier à temps plein. En fait, sachez que le doctorat est considéré comme un travail à temps plein. Je sais qu'au Brésil,
Peut-être aux études supérieures, c'est ce qu'on m'a déjà dit. Là, souvent, vous allez travailler le jour, les études sont disponibles le soir. Au Québec, au Canada, c'est pas tout à fait la façon de faire. En fait, vous êtes aux études à temps plein le jour, des fois des bonnes journées, des fois vous avez des présentations qui peuvent déborder sur la fin de journée ou encore les week-ends. Donc, ce que les professeurs me disent, c'est que c'est très difficile d'occuper un emploi en même temps parce que vous avez aussi de la lecture à faire, vous avez de la rédaction, des fois qui dépasse les heures de jour. Donc, on vous encourage évidemment à être boursier et à avoir des bonnes réserves financières, mais ce n'est pas impossible. On a des candidats des fois là, qui vont travailler les week-ends ou quelques shifts le soir dans des restaurants, tout ça, ça peut être une possibilité. Mais si vous comptez, entre autres, vous allez devoir démontrer si vous êtes sélectionné là, une capacité financière. Vous ne pouvez pas tenir compte dans votre capacité financière des sous potentiellement à gagner dans un emploi étudiant parce que vous n'êtes pas actuellement dans un emploi étudiant. J'espère avoir répondu à la question. Je pense que oui, tu as très bien répondu à la question. Et puis, même les étudiants qui arrivent et qui peuvent travailler un peu pendant leurs études, ça fait partie de leur obligation d'être aux études à temps plein. Donc, vous ne pouvez pas dire, moi, je vais étudier à temps partiel et ne pas et travailler à temps partiel, c'est pas possible au niveau de votre statut en tant qu'étudiant. Euh, En tant qu'étudiant à temps plein, c'est ça, c'est la dernière question. Avons-nous la possibilité de travailler de manière temporaire? Oui, vous pouvez travailler, mais c'est ça. Au niveau du doctorat, je pense que c'est plutôt déconseillé. Puis Étienne vient de vous l'expliquer. En fait, le Euh, permis d'études vous permettrait pour compléter. Là, tu sais, le permis d'études, honnêtement, vous permet de travailler, j'ai fait 24 heures par semaine. 24 heures par semaine. Mm, 24 heures, pour nous, c'est énorme. Donc, c'est sûr que vous avez le droit de le faire. Vous pourriez travailler à temps plein pendant la période d'arrêt du temps des fêtes, donc le 2 semaines de congé. Si jamais vous aviez des semaines de vacances pendant l'été, vous pourriez aussi travailler à temps complet. Par contre, c'est fortement déconseillé. Donc, peut-être un shift ou deux, 7, 8, 10 heures peut-être, mais 24 heures, assurément qu'il va vous manquer de temps, vous allez devenir épuisé. c'est ça. Donc, écoute, c'était la dernière question que j'avais. Donc, on va clôturer cette période de questions-réponses. En tout cas, un énorme merci à toi, Étienne, d'avoir pris le temps de répondre à nos étudiants. Je pense que ça les a bien éclairés, les réponses qu'on a. Et puis, comme dit, le webinaire en lui-même va être mis sur notre page Facebook. Je vais te le repartager de ton côté également. Puis si tu veux m'envoyer ta présentation, je vais pouvoir l'envoyer aux étudiants qui s'étaient inscrits et qui n'ont pas pu être présents aujourd'hui. En tout cas, un énorme merci à toi, un énorme merci à vous d'avoir assisté à cette séance d'information. Et puis, ben, on vous dit à bientôt au Brésil. À bientôt. Merci d'avoir Merci été avec nous. Étienne. Merci, à bientôt. Au revoir.